placement. Il ne reste plus qu'une toute petite semaine avant le réveillon de Noël et se pose la question habituelle des cadeaux sous le sapin qu'offrir à ses proches. Eh bien, nous, on vous offre José Fernandez. Bonjour José. Bonjour Guillaume. Un beau cadeau pour nos auditeurs et téléspectateurs. Le directeur de l'offre financière pour l'UFF. José, qu'est-ce que vous conseillez d'offrir cette année à Noël ? Alors, c'est toujours vos beaux conseils. Ouais, alors est-ce qu'on va offrir le Xème iPhone qui vient d'arriver Nous, on a une idée, c'est que on peut faire un don ou une donation à Noël ou à d'autres occasions, et ça peut être une bonne idée. En fait, il faut savoir que sans aucune démarche particulière, le patrimoine d'une personne est transmis à son décès selon des règles très strictes, très claires du Code civil, la dévolution successorale, et donc finalement ça s'impose à soi. Alors on a deux manières de changer les choses, soit on fait un testament et donc à son décès, la répartition des biens pourrait être différente, soit on donne de son vivant, c'est-à-dire qu'on décide de ce qu'on va faire et donc on s'organise. Et il y a différentes manières de donner, et par exemple on peut donner à Noël sous le sapin. Voilà, vous allez nous expliquer comment. Alors d'abord on peut faire à Noël des dons manuels ou des présents d'usage, comme on dit. De quoi il s'agit quand on parle de ça? Alors on a Quel toujours type eu, de cadeau? Oui, on a toujours eu la petite enveloppe avec le chèque de mamie qui nous est donné à la fin du repas. Voilà, un don manuel, un présent d'usage, c'est ça, c'est quelque chose qui se donne directement et manuellement. Alors directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intervention d'un notaire, par exemple, et manuellement, ça signifie que ça peut pas être de l'immobilier. Donc c'est une somme d'argent ou un bien meuble, un bijou, ou pourquoi pas même la vieille voiture de mamie qui pourrait être utilisée par le petit enfant qui vient d'avoir son permis. Attention, à Paris, vous savez que les vieux véhicules ne peuvent pas circuler. Bien entendu, il faut qu'il y ait des contrôles techniques et tout ça. Voilà, pas de cadeaux empoisonnés. Exactement. Quels avantages ça peut présenter de réaliser un don manuel ou un présent d'usage? Alors, il faut savoir que ce don manuel, il doit se faire uniquement dans des moments privilégiés, des moments spécifiques. Noël, alors il y en a certains, Noël, les anniversaires, la réussite d'un examen, la réussite du permis de conduire. Et puis, il faut savoir que tout ça, ça se fait de manière non formalisée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de papier en règle générale pour dire je vous ai donné tant à telle personne. Donc ça échappe aux impôts, ça échappe à la taxation, et puis surtout, ça n'est pas réintégré dans le patrimoine de celui qui a donné au moment de son décès. Tout ça, ça sort de l'actif, on va dire, successoral. Donc on voit bien qu'il va falloir faire attention quand même à ce qu'on fait sur les dons manuels, parce que si par exemple on veut donner, j'en sais rien, un exemple, un petit bijou, oui. Ce bijou, il peut avoir un montant assez conséquent. Et puis, au moment du décès du donateur, on peut se retrouver avec quelques complications à gérer. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de formaliser tout cela via un papier, pas nécessairement devant le notaire. On voit bien qu'il n'y a pas non plus de document auprès de la recette des impôts. En revanche, on peut utiliser ce qu'on appelle un pacte adjoint. C'est-à-dire, c'est un document qui fait office de preuve et qui peut même définir les modalités d'utilisation de la somme d'argent ou du bien qui a été donné. Alors, typiquement, il faut savoir qu'on pourrait donner, par exemple, une somme d'argent en proposant qu'elle soit investie dans un contrat d'assurance vie, plutôt que de faire le fameux livret A habituel que tout le monde a dans le berceau. Eh bien, on peut faire un pacte adjoint associé à un contrat d'assurance vie et proposer que cette somme, elle ne soit pas utilisable avant le Xème anniversaire de la personne qui reçoit cette somme. Intéressant. Et l'assurance vie, d'autant que même si les rendements des fonds euros baissent, ça reste quand même souvent plus intéressant que le livret A, qui lui est plafonné à 0,75. Avec une fiscalité intéressante au bout de 8 ans, donc plus on donne tôt, plus on a la maturité fiscale du contrat. Si vous voulez donner à vos enfants, ouvrez-lui un contrat d'assurance vie à votre enfant, plutôt qu'un livret A, c'est beaucoup plus utile dans la durée. C'est absolument une excellente idée. Bon, il y a aussi le cas particulier des dons familiaux, de sommes d'argent. C'est quelque chose qui est très encadré, parce que quand on parle de dons d'argent familiaux, là on touche quand même à l'actif successoral, donc il faut savoir que tous les 15 ans, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent peut donner à son enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant jusqu'à 31 865 €. Chaque année? Alors, sur 15 ans, sur 15 ans. Mais ça signifie que si vous avez deux enfants avec deux parents, on peut monter au-delà de 127 000 € de données. Alors, tout cela est formalisé, bien entendu, c'est déclaré à la recette des impôts, et tout ça est rapporté à la succession lorsque l'un des parents ou les deux parents décèdent. Mais justement, on imagine qu'un don a été fait au sein de la famille à l'un des enfants, les autres se sentent lésés, ils sont jaloux. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, si on l'a fait de manière formalisée, malheureusement, l'enfant,
n'a pas grand-chose, il n'a pas de recours. La problématique, c'est si ça a été fait dans le cadre d'un don manuel, d'un présent d'usage, sans que tout cela soit verrouillé avec un acte authentique, c'est là que les contestations peuvent arriver. D'accord. D'où l'intérêt de recourir à ces techniques que vous nous dévoilez aujourd'hui sur BFM Business. L'autre façon de faire plaisir à ses proches pour Noël, au-delà du don manuel, du présent d'usage, c'est la donation. Et là, c'est carrément une autre dimension. Alors là, on va beaucoup plus loin. C'est très structurant dans le patrimoine et dans l'organisation patrimoniale de quelqu'un. Une donation, c'est qu'on donne de manière immédiate et de manière irrévocable une partie ou la totalité de son patrimoine à ses héritiers. Donc là, on parle bien des héritiers. Et on va au-delà du bijou, quoi. On va au-delà du bijou. Donc là, en l'occurrence, on peut aussi parler d'immobilier, on peut parler de plein de choses. Donc tout cela est très encadré, bien entendu. Il y a deux grandes formes de donation. Il y a la donation simple et la donation partage. Alors elles ont des caractéristiques communes, hein. On l'a dit, ça doit être déclaré aux impôts, ça doit faire l'objet d'un acte authentique, idéalement devant un notaire, c'est beaucoup mieux. Je donne tout de suite et de manière irrévocable, donc je ne peux pas récupérer. En revanche, la donation simple, elle va figer la valeur des biens au moment du décès. Alors que la donation partage, elle va figer la valeur des biens au moment où je donne. Alors c'est une grande différence, hein. C'est-à-dire que si j'ai 2 enfants et que je leur donne 100 000 euros, dans un cas, la donation simple, eh bien, je vais figer ça au moment du décès. Donc si l'un a dilapidé la somme, mais que l'autre l'a fait fructifier, eh bien, in fine, on va tout rapporter et ça va être divisé par 2. Donc ça va léser celui qui a finalement été un mauvais gestionnaire, alors que la donation partage fait l'inverse. Elle fige le prix des biens tout de suite, et puis si l'un a été trop dispendieux, eh bien c'est tant pis pour lui. Alors il faut faire attention parce que lorsqu'on donne autre chose que de l'argent, on peut parfois arriver à l'effet contraire escompté. Hein. Si je donne d'un côté de la vigne et de l'autre côté de l'immobilier, eh bien la vigne peut se dévaloriser sans que l'enfant ait été un mauvais gestionnaire. Très intéressant ce que vous nous dites, hein, pour orienter nos auditeurs, nos téléspectateurs sur la meilleure façon de transmettre et de donner. Il y a 1001 techniques, 1001 astuces. Est-ce que c'est pas un peu le défaut? C'est une véritable caverne d'Alibaba là dont on est en train de Il faut parler. faire très attention. C'est ça la conclusion, Guillaume, c'est qu'en fait, en voulant donner, ça part d'un très bon sentiment, mais on peut tout de suite arriver à des catastrophes familiales. Donc il faut d'abord demander conseil à quelqu'un de spécialiste, un notaire ou pourquoi pas un conseiller en gestion de patrimoine. Le diable se cache dans les détails. En tout cas, c'est un outil qui est assez souple, la donation, parce qu'on peut définir le cadre de la donation, la manière, les modalités. On peut exclure certains biens, on peut une donation avec charge, on peut obliger celui qui reçoit à en faire quelque chose ou à ne pas en faire quelque chose. Donc tout ça est assez souple, il faut juste se renseigner pour pouvoir organiser cela convenablement. Et l'un des autres avantages de la donation, c'est qu'elle ouvre droit à des abattements. Alors voilà, alors en fonction des années et des législatures, ils ont pu évoluer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, entre parents et enfants, on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans sans payer d'impôts. Même chose d'ailleurs entre enfants et parents, si les enfants doivent aider les parents. Quand il s'agit de grands-parents à petits-enfants, on peut donner jusqu'à 31 865 euros. Même entre partenaires de Pacs, on peut donner plus de 80 000 euros tous les 15 ans sans impôts. Donc effectivement, ça ouvre un champ assez large en termes de possibilités. Quelques idées pour Noël. José Fernandez, ce serait des beaux cadeaux, une donation. José Fernandez pour l'UFF avec nous régulièrement sur BFM Business. On vous souhaite de bonnes fêtes, José. Joyeux Noël, Guy. Joyeux Noël, vous aussi, avec quelques jours d'avance. Et à très bientôt.